Bienvenue à Tout le monde en parlait. Ici Solveig Miller. Au Québec, empêcher la famille a été péché pendant des générations. Puis, début des années 60, à l'arrivée de la pilule, c'est le déchirement pour les catholiques qui disposent maintenant de méthodes de contraception efficaces pour ne plus se soumettre à l'autorité de l'Église de Rome. Mais la contraception demeure difficile d'accès parce que peu connue même des médecins et en plus illégale au pays. Voici ce que je vous ai préparé avec Jean-Claude Lefloc et Marc Jasmin. Est-ce que vous recommenceriez si on remontait à l'époque de votre mariage? Non, ça n'arrivera pas certain. Il y en a rien, puis ça finit là. Aujourd'hui, c'est le problème de l'heure. Hein? Le monde ne veut plus de grand-famille. Qu'est-ce que c'est pour vous, la famille idéale? 4-5. Parce que la mère de mon mari en a eu 21. Chez nous, on était à 13. J'aimerais mieux avoir une grande famille. L'histoire de la religion, faut la vie, sa religion. Et puis, la vie, le bon Dieu n'exige pas tant. Le Seigneur a dit, multipliez-vous, il n'a pas donné le nom. Est-ce que c'est aller contre la nature d'une femme que de prendre des contraceptifs? Avec cette possibilité de choisir, une des grandes révolutions s'amorce. Les méthodes de contraception se répandent et la pilule, garante de la certitude, deviendra le symbole des changements sociaux qui bouleverseront toutes nos sociétés. La rigueur extrême de la morale sexuelle catholique est vraiment, disons, inhumaine. C'était une morale édictée que par des hommes et qui concernait la vie des femmes. Ceci doit nous amener à parler de la régulation des naissances. Comment le problème se pose-t-il? Il se pose comme un affolement, je trouve, et comme une inquiétude perpétuelle, alors que la vie conjugale devrait tout de même apporter une certaine harmonie, un certain épanouissement. C'est le discours de Simone Chartrand. Nous avons milité ensemble pendant de nombreuses années dans des mouvements féminins de femmes chrétiennes. Il y avait un sentiment de grande frustration. Moi, je trouve ça intéressant de voir des femmes qui questionnent ce qui était établi. Sœur Marie-Paul Ross est de la congrégation des missionnaires de l'Immaculée Conception. Pour elle, une sexualité épanouie constitue la base de l'équilibre de la vie humaine. Elle est docteure en sexologie clinique. Sexologue et religieuse, un cas rare, sinon unique dans l'Église catholique. Des maternités très répétitives, ça fait que la femme a eu un rôle de mère, pas d'épouse, de mère. Et le lien avec l'homme était davantage sa servante à tous les niveaux. Donc, mère et servante. Il y a des couples pour qui une famille de 10 enfants est la définition du bonheur. Pas d'enfants, pas de ménage heureux, je dirais, moi. On va goûter à ça, puis moi, pas avoir eu d'enfant. Je trouve que ça aurait pas été heureux. C'est un bonheur familial qu'on goûte, hein, franchement parler. On en a 4, on en a 5, on en a 6, pas toujours que l'autre, puis on crée toujours qu'on va l'aimer plus que le premier ou que le deuxième. Mais d'autres femmes ne voulaient plus de ces grossesses répétitives. J'avais 25 ans, j'avais 5 enfants. Je dormais en moyenne 5 heures par jour. J'ai consulté mon propre médecin, qui est un Canadien français, qui s'est empressé de me dissuader, de me faire voir tous les côtés. Les aspects dangereux des contraceptifs modernes, en m'assurant que rien n'était sûr. À cette époque-là, vous pouvez aller consulter un médecin anglophone qui n'était pas catholique. Parce que du côté des médecins catholiques, il n'y avait pas vraiment d'aide de ce côté-là. Les médecins ignoraient les techniques de contraception. Pendant des années, on a enseigné à l'université des cours de théologie morale où on montrait aux médecins que c'était une faute grave de conseiller les gens dans ce domaine. Dans les années 50, les années 60, la seule chose que les médecins diffusaient, je pense que c'était la fameuse méthode de Ginot, là, qui était de compter ses jours en fonction de l'apparition de ses règles pour essayer d'identifier la période d'ovulation. Le condom était utilisé quand même dans certains cas. J'ai eu 2 enfants très rapprochés, les 2 premiers. Ensuite, j'ai fait une fausse couche. J'ai eu un autre enfant. En l'espace de 9 ans, là, j'ai été 7 fois enceinte. Alors, je trouve que c'est beaucoup trop.
En 1962, 2 ans après le lancement commercial de la pilule aux États-Unis, bien que la contraception soit interdite au Canada, elle devient disponible au pays, mais uniquement pour raisons médicales. Ce à quoi nous travaillons actuellement, c'est de trouver un moyen de partir une clinique, un dispensaire. J'étais un des premiers médecins à la prescrire. Le docteur Serge Mongeau devient directeur du premier centre de planning familial au Québec, situé à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. La pilule, parce qu'efficace, devient de plus en plus populaire. J'avais des gens qui venaient me consulter de presque partout au Québec. Jolie jeune fille qui, au cours de la saison 1964... Les célèbres couche-tard reçoivent les hôtesses du jeu télévisé La Poule aux œufs d'or. La future Valérie a 17 ans. Daniel Ouimet. Certaines de vos compagnes vous ont vu vous promener presque nues dans le dortoir. Pour les jeunes filles de l'époque comme Daniel Ouimet, obtenir la pilule nécessitait le consentement d'un parent. Je ne pouvais pas l'avoir, c'est impossible. Il fallait voir un médecin. Le médecin m'aurait dit « Pourquoi? Est-ce que vous êtes malade? » Il aurait fallu que je simule quelque chose, une maladie. Puis, si tu la demandes à ta mère, ça implique que tu as des relations sexuelles. Et ils veulent pas s'imaginer que tu as une vie sexuelle. C'est impossible. 2 ans avant le tournage du film Valérie qui l'a rendue célèbre, Daniel Ouimet est mineure. Elle a 20 ans. J'étais tombée enceinte. En 67. Justement, la pilule, je ne la prenais pas à l'époque. C'est parce que c'était le condom. Et le condom, bien, écoutez, vous savez, à l'époque, c'était pas ce qu'il y avait de plus sécure, évidemment. Bien sûr que j'ai pas voulu tomber enceinte, c'est évident. Même ma famille, pendant 3 ans, n'a pas su que j'avais un enfant. Les siècles de soumission à l'Église tirent à leur fin. La très grande majorité des femmes du Québec estiment désormais que c'est au couple, et non à Monsieur le curé, de décider si elles auront des enfants et combien. La question clé de ce sondage a été « Pratiquez-vous le contrôle des naissances ?» Un important sondage en mai 1966 révèle que 3 femmes sur 5 empêchent la famille. La méthode Ginot, permise par l'Église à la cote, 46 % l'utilisent. Pour la pilule, c'est seulement 14 %. Elle pose un problème de conscience si le but est d'en finir avec les maternités. À part ça, les gens qui sont mariés, il y a assez de méthodes, il me semble, sans être obligé de prendre des pilules pour empêcher la famille. On ne défroque pas encore, mais à l'aube de la grande vague de sortie du sacerdoce, les religieux québécois progressistes défient Rome en appuyant les décisions des couples. Oui, c'est laissé à la conscience des époux. Je pense que, comme théologien, moi, juste que c'est la solution. Dans les classes plus instruites, évidemment, qui avaient le privilège de connaître un jésuite ou un dominicain très évolué, ils réglaient leur cas de conscience de cette façon-là, clandestinement. Mais pour la grande majorité de la population, c'était ce déchirement qui les habitait constamment dans leur vie conjugale. C'est une comédie. Si l'un qui te refuse, tu vas aller en voir un autre. Puis il dit l'autre va peut-être t'accorder le pardon parce qu'il est plus libéral. À ce moment-là, ben, ça peut être le signe d'une crise d'autorité dans l'Église. Je trouvais à ce moment-là tellement, en particulier l'Église, tellement hypocrite. Mais il y a le nombre de curés qui sont venus nous consulter pour faire avorter leur maîtresse. À ce moment-là, ils étaient contre la contraception, ils étaient contre, évidemment, l'avortement, mais quand eux étaient concernés, à ce moment-là, c'était correct, puis on pouvait le faire. Ça m'indignait vraiment, et c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup à rendre le planning familial accessible au niveau de toutes les classes les plus populaires, et je pense que ça a été réussi. Si on dépense 25 cents, on n'aura pas d'autre chose avec pour manger. Du pain ou du lait, je me dis, c'est gaspillé. Ça fait qu'on mange ce qu'il nous reste. Les restants, on peut te dire les restants. En 1960, dans un petit logement de Montréal, 11 bouches à nourrir, c'est trop. Les grosses familles sont à bout de souffle. Je sais pas, des fois,
On dirait que je veux pleurer, puis je suis pas capable. Est-ce que vous recommenceriez si on remontait à l'époque de votre mariage? Non, ça n'arrivera pas certain. Il n'y en a rien, puis ça finit là. Il est trop tard de parler de ça. Ça dans le monde, puis je dis qu'on fasse ça. T'as pas désuet. Comment voulez-vous que les parents soient attentifs sur le plan éducatif? Quand il y a un pareil nombre, c'est tout juste si on réussit à les alimenter. Pour un tour de robe, pour être capable de les habiller et de les faire instruire, ça. Oui, surtout, c'est les faire instruire. On constatait que les familles des pauvres étaient beaucoup plus populeuses que les familles des bourgeois et des bien nantis, ce qui était une injustice sociale flagrante. De Matane, voici Femmes d'aujourd'hui. L'émission Femmes d'aujourd'hui, en tournée dans les régions du Québec, donne une voix aux femmes qui réclament la contraception. On en entend peu parler. Il n'y en a pas de service de planification, ou presque pas dans la région. De concert avec l'Église, l'État joue la carte nationaliste. Nous devons profiter de l'expérience des autres et tenter de prévenir une baisse future dans la natalité, ce qui, au point de vue national, pour nous, les Canadiens de langue française, pourrait être à notre détriment, non seulement dans la Confédération canadienne, mais au point de vue de notre force relative sur le continent nord-américain. Il était nécessaire d'avoir le plus d'enfants possible pour préserver la société canadienne-française qui était entourée, comme on le sait, d'une population de langue anglaise. Je pense qu'on n'a pas le droit d'assurer la natalité d'un pays en imposant, indirectement si vous voulez, mais en imposant à des gens qui n'ont pas les ressources nécessaires d'avoir les enfants qui sont nécessaires collectivement, si vous voulez. En d'autres termes, ce qui se passe un peu maintenant, c'est qu'on dit aux pauvres, vous ne connaissez pas les moyens contraceptifs, fabriquez-nous donc les enfants dont on a besoin, nous, la société. Lui-même était quand même quelqu'un d'assez nataliste. Jacques-Henri Pin, il croyait qu'il fallait qu'on ait des enfants pour assurer la pérennité de la société, mais il s'objectait quand même à cette division-là qui marquait la société, que chez les couples plus à l'aise, les couples plus instruits, que la fécondité avait déjà baissé beaucoup, puis qu'on comptait sur une fécondité de gens peu informés, dont on entretenait la flamme, si on veut, par la religion, par l'obligation d'avoir des enfants pour le bien commun, là. Je me rappelle de mon grand-père qui disait tout le temps « on en a 8, si on en a 9, on en aura 9. » Il ne voyait pas ce que c'est que si ma grand-mère devait le porter 9 fois. Non, lui, c'était pas grave. On va faire des enfants. Moi qui ai des sentiments assez nationalistes, je m'inquiète de ma contribution à cette chose-là. Mais je me console en me disant que mieux vaut la qualité que la quantité. Avec le concile du pape Jean XXIII, l'Église catholique de Rome marche vers la modernité. Prière pour l'unité chrétienne. La liturgie n'est plus en latin. Le prêtre ne tourne plus le dos aux fidèles. Puis le nouveau pape Paul VI forme une commission pour le conseiller sur la contraception. Des théologiens et quelques couples, dont celui du docteur Laurent Potvin, y participent. La très grande majorité des membres de la commission en sont venus à la conclusion que l'idée traditionnelle dans l'Église, à savoir que l'utilisation des contraceptifs était mauvaise en elle-même, eh bien que cette idée-là, à la lumière des données modernes de la biologie, de la sociologie, ne pouvait plus être maintenue. 52 experts contre 5 recommandent que la doctrine catholique change. Mais Paul VI n'en a pas tenu compte. Mais il a été empêché par l'intervention du futur Jean-Paul II, qui est à ce moment-là cardinal, et qui est intervenu auprès de lui pour le convaincre de maintenir la position traditionnelle. J'ai tout autant confiance dans la foi, dans le respect de l'autorité de l'Église chez les fidèles que dans le clergé. C'est comme si on n'a pas considéré les gens dans leur liberté, dans leur intelligence. De la part du cardinal, de la part de l'Église, il y a de quoi à frissonner dans le sens que l'Église a manqué le bateau. C'est là qu'on voit un dérapage important au plan historique. Ce n'est pas en effet parce que la médecine met au point des procédés nouveaux
que leur emploi est nécessairement moral. Cela force les médecins catholiques à faire un choix, ou bien être des catholiques soumis, ou bien être des médecins consciencieux. Parce que de nos jours, il est impossible de faire de la bonne médecine sans contraception. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, assez. J'en ai 5. Est-ce que vous souhaitez en avoir 2? Non, s'il vous plaît. J'en ai 5, là, assez. Avec des archives exceptionnelles, nous vous racontons notre petite et grande histoire. Notre adresse, ici, radiocanada.ca/, tout le monde en parlait. Trois enfants, c'est peut-être une famille idéale, mais pour le moment, un seul. Je me suis fait l'idée de l'enfant unique. Disons que la famille idéale, pour moi, serait 4 enfants. Pratiquement, après 2, habituellement, on s'aperçoit que c'est déjà beaucoup. Quel sera l'impact sur la population de l'encyclique Humani Vitae, dite l'encyclique de la pilule? On n'a pas voulu se contenter à ce moment-là de tout simplement demander « êtes-vous catholique » ou « êtes-vous pas catholique ». C'est qu'on a été obligé de poser une foule de questions pour tenter de voir beaucoup plus en profondeur ce que sont les gens sur le plan pratique religieuse, si ça avait pu changer quelque chose sur le plan comportement contraceptif des gens eux-mêmes, et si ça pouvait exercer une influence sur leur réaction vis-à-vis de l'encyclique. Le docteur Mongeau dirige un vaste sondage en mars 1969. Alors, on leur a demandé si, en conscience, ils se considéraient obligés de se soumettre aux conclusions de l'encyclique. Oui, ont répondu 13,5 %. Non, ont répondu la grande majorité, soit 86,5 %. C'est un mépris, finalement, de la nature humaine que l'Église confirme sa position qui était quand même tellement déjà contestée. De plus en plus de jeunes décrochent. L'amour perd une dimension jusqu'à la veille du mariage. C'est-à-dire que tout l'aspect corporel de l'amour, il se découvre seulement le matin des noces. Et c'est drôle, mais je pense que vitalement, ça se découvre avant. Fait que des gens sont obligés de se confronter avec ça. La pratique religieuse connaît un moment d'hésitation, l'engagement chrétien aussi. Il est sans doute bien des facteurs qui pourraient expliquer le phénomène, mais plusieurs prétendent qu'au fond de tout cela, il y a un problème moral. C'est parce qu'on ne réussit pas à mettre un terme à un déséquilibre moral et sexuel qu'on croit plus vrai de tout laisser tomber. Pour ce qui est du Québec, ça a déclenché un abandon de la pratique religieuse parce que les gens étaient révoltés de cette attitude, ce manque de considération, ce manque de miséricorde et ce manque de réalisme scientifique. Mon mari et moi, nous avons décidé à un moment donné que le droit d'avoir des enfants, le nombre que nous voudrions et quand nous les voudrions, c'était un droit qui nous revenait et que par conséquent, nous avions aussi le droit de prendre les moyens les plus efficaces pour contrôler les naissances. Le docteur Mongeau met tout en œuvre pour rendre accessible la contraception au grand public. Ce livre, Planification des naissances, est-ce qu'il répond aux questions telles que est-ce que la pilule est dangereuse, par exemple? Sûrement, je crois qu'on aurait pu nommer le livre un abat préjugé ou quelque chose comme ça, parce qu'on fait tomber une foule de préjugés. Je déplore par la suite, non pas d'avoir prescrit la pilule, mais d'avoir prescrit au moment où c'était encore en expérimentation. Vraiment, les femmes ont servi de cobayes et on donnait des doses qui étaient absolument beaucoup trop grandes pour... et donc, il y avait des effets secondaires, il y avait des dangers. En une journée, on prenait plus que ce qu'on consomme dans un mois aujourd'hui comme moyen contraceptif. Je vais vous en prescrire pour 3 mois. Dans 3 mois, on va le verra. S'il y a des effets secondaires un peu trop marqués, il y a d'autres sortes de médicaments que nous avons à la clinique qui ne sont pas sur le marché. Une commission royale d'enquête s'ouvre sur la situation de la femme au Canada.
on tente de cerner les mesures qui permettraient d'assurer aux femmes des chances égales à celles des hommes dans toutes les sphères de la société. Une des recommandations, modifier le code criminel pour légaliser la contraception, ce qui sera fait avec le Bill Omnibus de 1969. La pilule permet aux femmes d'avoir les enfants qu'elles souhaitent, pas plus. Un changement profond qui ouvre la porte à une libéralisation des mœurs, une véritable révolution sexuelle. Désormais, même les jeunes doivent être informés. Les cours de sexualité entrent à l'école. Alors que tout était péché, doit-on croire que maintenant tout soit permis? Moi, je la trouvais intéressante, cette époque-là, où enfin, on pouvait donner au monde, aux couples, leur choix, leur liberté. La pilule, c'est sûr que ça a été un moyen qui a révolutionné notre monde. L'avènement de la pilule a changé considérablement toute la dynamique parce que l'incertitude liée à toutes les autres méthodes contraceptives a été comme atténuée de façon considérable.